Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Comment rendre plus accessible la vaccination dans le monde et notamment dans les pays les plus pauvres? Eh bien depuis 20 ans, c'est la mission du Gavi. Monaco soutient l'Alliance du vaccin depuis plusieurs années. Nous serons avec son directeur Guillaume Grosso. En cette journée mondiale de l'énergie, nous nous sommes intéressés ce soir aux boucles thalassothermiques en principauté. Comment ça marche et quels sont leurs avantages? Réponse dans ce journal. Puis nous nous rendrons à Athènes où s'est clôturée aujourd'hui la conférence européenne des présidentes et présidents de parlement. Nous rejoindrons sur place notre équipe en Grèce. Et enfin les ballets de Monte-Carlo de retour sur scène avec Roméo et Juliette présentés jusqu'à demain à la Salle Garnier. Alors que la vaccination n'a jamais été autant au cœur des discussions, nous nous sommes intéressés ce soir au Gavi, l'Alliance du vaccin. Il joue un rôle clé dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en vaccinant près de la moitié des enfants du monde contre toute forme de maladie. Monaco est d'ailleurs un soutien régulier depuis quelques années. Pour évoquer les missions, les actions, mais aussi les différents projets du Gavi, nous sommes ce soir avec son directeur. Bonsoir Guillaume Grosso. Bonsoir. Pour mieux comprendre vos actions, est-ce que vous pouvez nous présenter les missions du Gavi? Bien sûr. Alors Gavi, c'est une organisation qui a été créée en 2000, à l'époque où la vaccination stagnait. Donc on avait une situation qui était dramatique, des millions de gens, beaucoup d'enfants qui mouraient de maladies qui étaient en fait parfaitement évitables puisqu'il existait des vaccins. Alors on avait la solution, il fallait la faire arriver sur le terrain. Il fallait aussi baisser les prix pour que les vaccins soient pas réservés aux plus aisés et qu'on puisse acheter des millions de doses. À l'époque, c'était très préoccupant. Donc, il y a des grandes personnalités comme Nelson Mandela, par exemple, qui ont dit ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça que Gavi est né, avec la mission de vacciner partout sur la planète, dans les pays les plus pauvres, particulièrement les enfants, pour qu'on puisse mettre fin à cette situation qui quand même faisait pas l'honneur à l'humanité, puisque quand les enfants meurent alors qu'ils peuvent être protégés de manière très simple avec un vaccin, eh ben c'est quand même dur à avaler. Donc, on a eu cette idée révolutionnaire. Mettre autour de la même table tous les acteurs de terrain, les grandes organisations, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, les entreprises pharmaceutiques, les ONG, les chercheurs. Et c'est la première fois qu'on avait tout le monde qui s'asseyait ensemble et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire de différent. C'est pour ça qu'on s'appelle d'ailleurs Gavi, l'Alliance du vaccin. C'est ça l'Alliance, c'est l'idée de regrouper toutes les bonnes volontés, tous ceux qui ont la clé du problème et s'assurer qu'ensemble on peut travailler pour aller dans la même direction. Et aujourd'hui, votre rôle n'a jamais été aussi important que pendant cette crise sanitaire. Comment vous vous y êtes adapté? Alors en effet, ça fait 20 ans qu'on est là. Les résultats sont assez incroyables. Vous savez, on a vacciné 888 millions d'enfants depuis 20 ans. Vous imaginez, c'est presque 1 milliard de personnes. À ce jour sur la planète, chaque année, 60 millions d'enfants sont vaccinés par Gavi dans les pays les plus pauvres. Alors on avait des vaccins contre une douzaine de maladies graves. Et bien sûr, lorsque la crise sanitaire a commencé à prendre de l'ampleur sur la Covid, eh bien au début de 2020, l'année dernière, les gouvernements de beaucoup de pays sont venus nous voir en disant mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Vous avez apporté la vaccination à grande échelle dans les pays en développement. On a conscience que ce virus Covid-19 ne connaît pas de frontières, donc est-ce que vous pouvez aider? Et c'est comme ça qu'on a créé une organisation qui s'appelle COVAX et qui est la réponse mondiale à la crise de la Covid-19 avec une idée toute simple. Il faut que les pays les plus pauvres aient accès au vaccin comme les pays les plus riches. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est équitable, on ne veut pas un monde à deux vitesses, mais ensuite parce que tant que le virus circule, ici ou là-bas, il peut continuer à muter, comme on l'a vu, et donc personne ne sera à l'abri. Donc c'est aussi l'intérêt bien compris de tout le monde qu'on puisse apporter des vaccins dans tous les pays. Et aujourd'hui, la lutte contre le coronavirus occupe la quasi-totalité de votre temps? Alors bien sûr, je précise que pendant qu'on travaille sur COVAX, à Gavi, on continue de vacciner contre les autres maladies. On ne veut pas laisser tomber les autres vaccins, ce serait terrible. On fait donc les deux. Mais sur COVAX, juste sur COVAX, on a réussi un résultat qui est quand même assez extraordinaire et je pense qu'il faut le souligner. Il y a plus de 190 pays, dont Monaco bien sûr, qui soutiennent l'initiative. C'est l'accord international le mieux soutenu de ces 20 dernières années avec l'accord de Paris sur le climat. Et puis, on a réussi à apporter les vaccins Covid-19 dans les pays en développement en 39 jours seulement après qu'ils ont été lancés dans les pays riches. 39 jours. Ça s'était jamais vu avant. Typiquement, le précédent record, qui était aussi d'ailleurs un résultat de Gavi, c'était 1 an. 1 an après qu'un vaccin a été inventé, il arrive dans les pays en développement. Et avant Gavi, il fallait attendre 10 ans. Donc aujourd'hui, avec COVAX, on a distribué 300
71 millions de doses sur la planète. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur. Mais bien sûr, c'est une course contre la montre. Il faut qu'on en fasse encore plus pour pouvoir vacciner 60, voire même 70% de la population mondiale. Vous faites mention du soutien de Monaco. La principauté a été une réelle aide pendant cette crise? Alors absolument, on a eu beaucoup de soutien de la part de la principauté qui a choisi, en fait, depuis 2016, de soutenir les programmes de vaccination de Gavi contre les maladies infantiles. Et dès l'année dernière, dès le début de COVAX, la principauté s'est engagée avec nous, avec plus d'1 million d'euros pour la vaccination infantile et pour le soutien à la Covid-19. On a aussi la chance de d'avoir reçu un don de la Fondation Princesse Charlène. Ces dons ont permis l'achat des premiers vaccins, mais bien sûr, on a besoin d'accélérer ce soutien. Et cette semaine, l'association monégasque de l'Ordre de Malte a souhaité nous donner 10 000 euros, ce qui va permettre d'acheter encore plusieurs milliers de vaccins supplémentaires pour les populations dans les pays en développement et donc sauver des nouvelles vies. Voilà, quels sont les pays actuellement en réel besoin? Quelle est la demande? Aujourd'hui, on voit bien que on est dans une course contre la montre, comme je disais tout à l'heure. Ça va pas assez vite. On veut faire plus aussi rapidement que possible. En réalité, les vaccins continuent d'aller d'abord aux pays les plus riches. On voit aujourd'hui une situation où, par exemple, en Europe, les 2/3 de la population sont vaccinés, alors que dans certains pays d'Afrique, on n'a pas encore dépassé 2%. Donc, les besoins sont énormes. C'est pour ça qu'on a ouvert tous les canaux. Le soutien financier qui est essentiel. Vous avez vu aussi qu'on a commencé à pratiquer ce qu'on appelle le don de doses, c'est-à-dire les pays qui ont trop de doses de vaccins, peuvent les donner à COVAX, ce qui nous permet de faire passer des doses supplémentaires. Et puis, on continue. Et moi, j'appelle tout le monde à se mobiliser, les entreprises, les fondations, les philanthropes, les gouvernements. Et je sais qu'à Monaco, en France, en Italie, parmi vos téléspectateurs, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur au bon endroit, puis qui ont aussi envie d'aider à tourner la page de la pandémie. Donc, je les invite à nous rejoindre et à contribuer aussi à cet élan de solidarité mondiale. Et si vous me permettez peut-être de conclure sur une note d'optimisme, moi, je crois que cette crise de la Covid-19, elle a été terrible. Elle continue de peser lourdement sur tout le monde. Mais je crois qu'il faut garder peut-être 2 messages positifs quand même qui en émergent. La première, je crois que ça montre l'importance d'être vacciné. Et c'est une occasion quand même de se rappeler que les vaccins, ils sauvent des vies. À un moment où certains quand même avaient peut-être presque oublié le pouvoir positif des vaccins dans la santé publique. Et deuxièmement, je crois qu'avec COVAX, on voit que quand le monde traverse une période de détresse, on sait se retrouver, les gouvernements, les citoyens, les fondations, les associations, à tous les niveaux pour travailler ensemble. Et ça doit nous rappeler que finalement, au-delà de nos différences, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on fait face aux mêmes défis et on peut faire de grandes choses quand on se met ensemble. Avec de la solidarité. Merci infiniment, Guillaume Grosso, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Ce 22 octobre correspond à la Journée mondiale de l'énergie, l'occasion de porter un coup de projecteur sur le déploiement des boucles thalassothermiques en principauté. Lancées il y a tout juste 1 an, ces infrastructures se développent. Alexandra Pagny et Olivier Bonello ont pu visiter ce matin la structure du Larvoto. Comment fonctionnent ces boucles et quels sont leurs avantages pour notre consommation de demain? Les explications dans ce reportage. Les commerces et restaurants du Larvoto l'utilisent depuis leur ouverture le 3 juillet dernier. La thalassothermie en principauté est devenue une réalité avec la mise en service des boucles de la Condamine et du Larvoto. En 1 an, plus de 40% des bâtiments visés ont validé leur souhait de raccordement. Mais concrètement, la thalassothermie offre une énergie totalement décarbonée. Son principe consiste à récupérer l'énergie calorifique de la mer pour alimenter des bâtiments en termes de chauffage ou climatisation. On va pomper de l'eau de mer à 1,5 km au large de la principauté de Monaco, à 100 mètres de profondeur, ce qui permet de disposer d'une température en permanence, quelles que soient les saisons, entre 12 et 14 degrés. Cette eau de mer, ensuite, elle est échangée avec de l'eau douce, parce que l'eau de mer est corrosive, et cette eau douce, elle est distribuée via un réseau qui fait 4,5 km. Donc ça sert, entre autres, à réduire les émissions de CO2, à supprimer les chaufferies fuel, supprimer les chaufferies de gaz, qui sont très émettrices de CO2, et à des prix excessivement compétitifs. Nous nous trouvons au sein de l'installation du Larvoto, plus précisément dans le local échangeur. C'est ici que l'échange thermique a lieu. L'eau de mer ne va pas plus loin que dans ces tuyaux. 29 bâtiments sont concernés par cette technologie dans le quartier du Larvoto, soit 3500 logements, une solution d'avenir particulièrement adaptée aux zones du littoral à forte densité. Le déploiement de ces 2 nouvelles boucles thalassothermiques à la Condamine et au Larvoto permettra à la principauté d'ici 3 ans de réduire 7% de ses émissions de gaz à effet de serre.
L'intérêt pour la principauté, c'est la mixité énergétique et c'est aussi apporter des solutions durables à des législations que nous avons mis en œuvre avec l'arrêt du fioul au 1er janvier 2022. Donc vous savez à quel point le gouvernement est attaché à proposer des solutions. Aujourd'hui, les solutions qu'on recherche sont des solutions d'énergie durable. L'État monégasque a été l'un des premiers pays à développer ce type d'énergie sur son littoral et à maîtriser la technologie des pompes à chaleur dans les années 1960. À présent, l'on compte plus de 80 pompes à chaleur sur le territoire. Aujourd'hui, ces bâtiments ont été choisis notamment pour leur forte consommation énergétique. Une fois reliés à ces nouveaux réseaux, ils utiliseront une énergie entièrement décarbonée, propre et renouvelable. Voilà pour la présentation de ces boucles thalassothermiques qui, vous venez de le voir, présentent à la fois des enjeux environnementaux et économiques. Il est temps de retrouver Julia Vielle pour le reste de l'actualité. Bonsoir Julia. Restons justement dans le domaine avec deux nouveaux adhérents au pacte national de la mission pour la transition énergétique. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. À l'occasion de sa présentation, la nouvelle structure Seawergy destinée à exploiter la température de l'eau de mer pour chauffer et climatiser des bâtiments a signé le pacte national de la mission pour la transition énergétique. Cette signature permet d'assurer la limitation des émissions de gaz à effet de serre et de développer des énergies renouvelables dans le cadre de ces nouveaux projets. Mais Seawergy n'était pas seul à s'engager en faveur de la transition énergétique aujourd'hui, puisque le pavillon Monaco à Dubaï a aussi signé ce pacte national, preuve de sa volonté de respecter ses engagements en matière de gestion des déchets, de production d'énergie verte ou encore de mobilité propre. Nous l'avions reçue il y a quelques mois sur notre antenne. Alexandra Cousteau était l'invitée dernièrement du Monaco Press Club. Elle poursuit le combat de son grand-père. Une rencontre inspirante avec comme espoir de repeupler les océans. Dans le cadre du musée océanographique, le Monaco Press Club a pu échanger avec la petite-fille du célèbre commandant Cousteau. Sa fondation Océan 2050 veut reconstruire la vie marine, notamment à l'aide de forêts d'algues. Alexandra Cousteau s'est fixé l'objectif de 30 ans pour sauver la planète mer. Les océans ont en effet diminué de moitié en raison de la pollution, de la surpêche et du changement climatique. Mais contrairement à la Terre, la mer a la capacité de se régénérer si elle est dans de bonnes conditions. L'espoir est donc permis, Émilie. Oui, il n'y a plus qu'à agir. Solidarité à présent, Monaco continue de soutenir les villes de l'arrière-pays niçois. Les policiers monégasques et les carabiniers du Prince viennent de participer à la reconstruction du canal du Mont, Julia. Il avait été détruit après le passage de la tempête Alex, privant 170 familles d'eau. Le travail des 370 bénévoles, dont les policiers monégasques et les carabiniers du Prince, a été titanesque. Il aura fallu en tout 5390 heures de travail acharné pour venir à bout des 200 mètres de tunnel. Des tonnes de boue ont ainsi pu être dégagées, parfois même à la main, et 3 tunnels ont été creusés dans la roche pour que l'eau s'écoule correctement. Cette chaîne de solidarité a ainsi permis à toutes ces familles breilloises de retrouver un semblant de vie normale. Merci Julia. Nous l'avons évoqué hier sur notre antenne, la conférence européenne des présidentes et présidents de Parlement vient de se dérouler en Grèce. Christine Datomel, vous êtes à Athènes avec Lionel Bernardi pour suivre cet événement dans la capitale grecque. Oui, un sommet parlementaire qui s'est tenu au centre de Athènes, au sein de l'hôtel Divani, lieu de conférence où se sont réunis les présidents de parlement des 47 États membres du Conseil de l'Europe et plus de 300 parlementaires. Une conférence européenne qui abordait différentes thématiques liées à la pandémie, à l'environnement et à la citoyenneté. Stéphane Valéry, accompagné pour ce déplacement en Grèce de la vice-présidente Brigitte Bocon-Pagès, a pu s'exprimer sur un sujet d'actualité qui touche la planète entière. La pandémie de la Covid-19, quels sont les impacts sur les démocraties et sont-elles capables d'affronter des crises majeures? Dans un contexte de tension sociale, quelle serait la bonne marche à suivre? À la tribune, Stéphane Valéry a pu s'exprimer sur la gestion singulière dont Monaco a fait preuve lors de cette crise grâce à l'institution par le prince souverain du comité mixte de suivi entre le gouvernement et le Conseil national. Deux autres sujets étaient également au cœur des débats, le droit à un environnement sain et durable et l'avenir commun des citoyennes et citoyens européens. L'occasion pour la vice-présidente Brigitte Bocon-Pagès d'aborder cette thématique lors d'une réunion avec
avec les présidentes et vice-présidentes de Parlement et de parler surtout du rôle et de l'apport des femmes dans un contexte de crise. Quel était notre but? D'échanger nos expériences, de permettre de se connaître et ensuite de repartir chacune dans nos pays pour justement faire part de cette réunion, faire part des idées, des échanges, des cartes de visite aussi certainement, parce que nous sommes nombreuses maintenant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des compétences chez tous les individus, les femmes ont un rôle à jouer, il faut être là, il faut être présente, il faut oser. Nous avons dans une journée plusieurs vies, mais il faut s'occuper de la politique de notre pays. Nous avons vraiment quelque chose à partager, à faire passer et surtout ne pas oublier les jeunes. Il faut les repérer, les détecter, les prendre avec nous, les former. Elles seront, mesdames, notre avenir. En marge de cette conférence, à l'initiative de Monaco, les présidents de Parlement des petits États d'Europe se sont réunis également afin de préparer leur prochaine conférence qui se tiendra à Monaco au mois de juin prochain. Je pense qu'il y a deux parties à voir dans cette réunion. Ça fait plaisir de venir à Monaco. Ça va être une première partie des échanges entre présidents de Parlement de petits pays de l'Europe, où on parle du travail parlementaire, mais aussi il y aura un volet destiné à faire un travail ensemble de connaissances de chambres de commerce et des officines de tourisme pour se connaître mieux entre pays et faire la diffusion entre tous de ce que nous avons pour offrir à l'Europe et au monde. Une conférence européenne qui aura permis de renforcer les liens entre les États membres du Conseil de l'Europe et de réaffirmer la solidité du modèle monégasque auprès des instances parlementaires internationales. Prochain rendez-vous, vous l'aurez compris, les 12 et 13 juin prochains pour la 15e conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe qui se tiendra à Monaco. Du sport à présent, l'AS Monaco jouait hier en Europa League. Le club de la Principauté a arraché la victoire dans les dernières minutes de jeu face au PSV Eindhoven. Une belle façon pour célébrer un chiffre rond, Julia. L'AS Monaco disputait ce jeudi soir le 200e match européen de son histoire. Une marque symbolique fêtée comme il se doit avec une victoire 2-1 décrochée au Philips Stadion. Les buts sont signés Myron Boadou, son tout premier d'ailleurs avec Monaco, et Sofiane Diop dans les dernières minutes. Après 3 journées, l'AS Monaco occupe seule la première place du groupe B avec 2 points d'avance sur la Real Sociedad et 3 sur le PSV. Le prochain match européen aura lieu le 4 novembre, toujours face au PSV, mais cette fois-ci, ça sera au Stade Louis II. Et selon l'équipe, la LFP aurait soumis l'idée d'organiser la rencontre Monaco-Lyon prévue début février en Chine. Les présidents des 2 clubs seraient d'accord. Affaire à suivre. Nous parlions cette semaine de e-rally. Aujourd'hui, focus sur le Monaco e-kart. Il s'agit du premier championnat de karting 100% électrique, Julia. 300 candidats participeront à la première édition du Monaco e-Kart Championship. Le coup d'envoi se fera lors de 3 week-ends de détection programmés du 13 au 28 novembre prochain. 3 volants MEKC 2022 d'une valeur globale de 147 000 € seront offerts aux gagnants pour l'occasion. Un volant par catégorie d'âge pour 12 courses en ville programmées l'an prochain en Principauté, en France et en Italie. Pour participer à ce championnat, vous pouvez vous inscrire sur le site www.mekc.org. Et enfin du basket, et cette information que nous avons apprise hier soir, la Ligue nationale de basket a annoncé l'annulation d'un événement que la Roca Team a remporté à plusieurs reprises. Eh bien Émilie, la Leaders Cup 2022 n'aura pas lieu. L'événement majeur de mi-saison qui se déroule chaque année en février à Disneyland Paris a été annulée. Cette décision est due à la nécessité des clubs de présenter un budget de reprise prudent pour cette première saison post-Covid. Malgré cette annulation, Disneyland et la Ligue nationale de basket ont la volonté commune de maintenir leur partenariat de longue date et de préparer dans les meilleures conditions la prochaine Leaders Cup qui aura peut-être lieu en 2023. Je vous rappelle, Émilie, que la Roca Team a remporté cette compétition à 3 reprises en 2016, en 2017 et en 2018. Merci Julia, pas de Leaders Cup donc cette saison, mais fallait-il rajouter cette compétition au calendrier de la Roca Team qui a déjà un programme chargé avec l'Euroleague. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic affrontent ce soir un nouveau club espagnol pour son 5e match dans cette compétition reine. Bonsoir Yannick Debever, vous êtes sur place pour Monaco Info.
Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. C'est ici, dans cette gigantesque Buesa Arena, que l'AS Monaco vient défier le club basque de Saski Baskonia. L'occasion pour les Monégasques de renouer avec la victoire. Après le match la semaine dernière avec Madrid et Barcelone, des défaites rageantes consécutives, on a quand même envie de réaliser un gros coup ici à Vitoria. On sait qu'on peut le faire, hein. C'est une équipe concurrente direct pour l'accession aux playoffs. Ils sont sur une bonne dynamique, ils jouent chez eux, ils auront plein de confiance. Mais il faut qu'on arrive à jouer notre jeu et je pense qu'avec si on reste sur nos fondamentaux, nos principes, je pense que ça passera. Baskonia, vous l'avez dit, le 3e club espagnol d'affilée en Euroleague pour Monaco. L'ancien club de Mike James est une équipe très réputée. Ce sera donc un match très difficile à manœuvrer. Ils ont toujours été, par le passé aussi, une équipe très agressive, très bien coachée. Ils sont grands, ils sont physiques, donc forcément ça va être une belle bataille. Ils sont très forts au rebond aussi, donc à nous d'être performants à ce niveau-là. Et voilà, c'est des clés du match qui vont être très importants, gérer leur pression défensive et en même temps sécuriser le rebond et après on pourra peut-être imposer notre jeu. Pour ce voyage au cœur du Pays Basque, un seul joueur n'a pas fait le déplacement. Il s'agit de l'ailier australien Brock Motum, toujours touché par la Covid-19 et donc à l'isolement. Et vous venez d'entendre Léo Westermann dans ce reportage. Eh bien, sachez que le capitaine de la Roca Team a été convoqué en équipe de France pour les 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde 2023, programmés fin novembre. Nous vous emmenons à présent à la salle Garnier où Roméo et Juliette est présenté jusqu'à samedi avec plus de 260 représentations dans le monde et 7 grandes compagnies qui l'ont inscrit à leur répertoire. C'est le ballet emblématique de Jean-Christophe Maillot, le reportage de José Sacri. Roméo et Juliette, le ballet de Jean-Christophe Maillot sur une musique de Prokofiev est donc de retour à la salle Garnier, la même où cette pièce a été créée il y a 25 ans. Je pense que c'est quelque chose d'assez significatif pour cette compagnie de présenter ce type de spectacle, grand ballet narratif, avec une musique extraordinaire que les gens connaissent et avec une vision nouvelle, débarrassée un peu de tous ces accessoires, de tout ce côté anecdotique de l'œuvre, où finalement le danseur est vraiment mis en avant et où surtout la vérité humaine ressort, où on sent qu'on parle d'une histoire de quelques adolescents qui ont vécu quelque chose de très fort, leur première histoire d'amour qui va jusqu'au drame, qui va jusqu'à la mort. Il y a quelque chose de vrai auquel on peut s'identifier, voilà, quelque chose qui est de l'ordre du mythe. La danse est un art vivant. On ne se lasse pas de voir et de revoir Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot. C'est toujours le même spectacle et pourtant à chaque fois différent par la grâce et le talent de ses interprètes dont certains n'étaient pas nés à la création de l'œuvre il y a 25 ans. C'est le cas de Francesco Reis, Roméo, et de Catherine Schraeder, Juliette. Catherine Schraeder, une ancienne élève de l'Académie de danse Princesse Grace. Là, je dois dire que j'ai une distribution qui me réjouit particulièrement. Toutes les distributions sont intéressantes, mais celle-là, elle se rapproche au plus près pour moi de la distribution originale. Et là, j'ai vraiment quelque chose qui me ramène à cette racine originale qui a généré ce spectacle qui est devenu le spectacle emblématique des ballets de Monte-Carlo. Roméo et Juliette à découvrir ou redécouvrir donc jusqu'à demain à la salle Garnier. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. Quelle est la tendance pour ce week-end, Julia ? Un samedi ensoleillé vous attend dans la Principauté. Vous pourrez donc largement profiter du week-end avec des températures, Émilie, comprises entre 14 et 21 degrés. Demain, nous fêterons les Odes. Ce prénom d'origine germanique signifie richesse. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. C'est un moment que vous attendiez tous avec impatience. La foire attraction est de retour. Elle a ouvert ses portes aujourd'hui avec les spécialités incontournables et les manèges emblématiques au rendez-vous. Petit tour ce soir avec Michael Alési. À demain pour une nouvelle édition dans laquelle nous recevrons notamment Nicolas Toscan qui vient de gravir avec un groupe d'amis le Kilimandjaro, rien que ça. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.